le webinaire d'aujourd'hui, on va s'intéresser aux différentes solutions de recharge et surtout sur quelle solution de recharge est la plus adaptée à différents types de copropriétés. Avant de commencer, je voulais définir quelques termes avec vous. On va parler déjà d'infrastructures de recharge des véhicules électriques, donc des IRVE. Pour simplifier, une IRVE, c'est un circuit électrique indépendant sur lequel on vient raccorder des bornes de recharge. Ensuite, vous allez entendre plusieurs types de parking, le parking intérieur, extérieur et mixte. Donc ça, normalement, ça devrait être assez clair. Intérieur, c'est le parking souterrain, extérieur, aérien et mixte, c'est qu'on a un mélange des deux parkings. Ensuite, on va avoir différents types de places, les places nominatives et les places communes. Les places communes, ça peut être des places visiteurs, par exemple, où tout le monde peut venir se garer. Et les places nominatives, c'est des numéros de lot qui sont associés à un propriétaire et donc avec seulement quelques personnes, seulement les propriétaires qui peuvent se garer dessus. Ensuite, pour la composition des copropriétés, on va avoir deux cas. On va avoir les résidences principales et les résidences secondaires. Ici, c'est marqué plus de 50%. En pratique, on observe que quand c'est des résidences secondaires, on est souvent ça va être un cut à 70-30 ou 80-20. Donc 80% de résidences secondaires et 20% de résidences principales. Et enfin, dernier point important, on ne parlera pas de droit à la prise aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser, on va réfléchir à l'échelle de la copropriété et pas à celle de l'individu, du copropriétaire. Le droit à la prise, c'est vraiment quelque chose qui est individuel, qui est décidé unilatéralement par le copropriétaire. Nous, on va plutôt se pencher sur une démarche globale au niveau de la copropriété. Ensuite, alors, je vais commencer déjà par vous parler des solutions de recharge qui existent aujourd'hui. La première, c'est la solution opérateur privé, qui consiste en l'installation d'un compteur électrique qui va être dédié aux bornes de recharge. Donc, sur votre copropriété, vous avez un compteur Linky qui est propre aux bornes de recharge. L'IRVE va être financé, donc le circuit électrique dédié aux bornes va être financé soit par un tiers, soit par la copropriété. Quand je dis un tiers, ça peut être une entreprise privée comme The Plug, ou ça peut être une institution publique. Notre exemple, c'est la Caisse des dépôts via Logivolt. Le modèle économique, le tiers investisseur va venir financer l'IRVE en l'échange de la signature d'une convention et il va se rembourser via différents canaux. Généralement, c'est par un abonnement mensuel, une surfacturation du kilowattheure et parfois aussi via des prestations ou des options supplémentaires et sur la fourniture et la pose des bornes. Mais la pose de l'IRVE est en principe gratuite. C'est ce qu'on entend souvent. Et c'est une solution qui est disponible pour les places de parking nominatives intérieures, donc parking intérieur avec place nominative, ou des places de parking communes extérieures. Sachant que là, on a une petite différence, puisque sur les places nominatives, on va installer des bornes individuelles. Donc la borne individuelle, c'est une borne sur une place de parking, alors que sur les places communes, les places visiteurs, on va avoir des bornes partagées. Par borne partagée, on entend le fait que la borne est utilisée par plusieurs copropriétaires à la fois. Donc c'est une petite différence qui est importante. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat et je reviendrai dessus. Et ensuite, pour le financement de l'IRVE par la copropriété, alors là, pour le coup, quand la copropriété finance, on va dire qu'il n'y a pas trop de limites. La copropriété va juste choisir un prestataire pour l'installation et la gestion des bornes et ensuite payer un abonnement au point de charge, donc à la prise de recharge ou à l'utilisateur. Quand je dis la gestion des bornes, ça parle peut-être pas à tout le monde. Les bornes de recharge, généralement, elles vont être connectées à Internet. Il va y avoir un outil de gestion qui est proposé par l'opérateur qui va permettre de comptabiliser les consommations, refacturer les copropriétaires et aussi faire de la maintenance. S'il y a une borne qui ne marche pas, on va pouvoir, par exemple, la relancer ou la rebooter. Et à partir du moment où la copropriété finance l'installation, il n'y a pas vraiment de limite technique, on va dire, sur où est-ce qu'on peut le faire. On peut le faire sur tous les types de parking, avec toutes les solutions. Donc voilà pour la solution opérateur privé. Pour la solution de colonne horizontale,
La colonne horizontale, c'est un fonctionnement qui est très similaire à l'alimentation électrique d'un immeuble. Vous avez un gros câble électrique qui va passer à proximité de chaque place de stationnement. Et ensuite, chaque propriétaire qui le souhaite peut demander l'installation d'un compteur et d'une borne de recharge sur sa place de parking. Donc, au lieu d'avoir une colonne montante qui va desservir des appartements, vous allez avoir une colonne horizontale qui va desservir des places de parking. C'est vraiment le même fonctionnement. Techniquement, c'est la même chose. Pour le financement, c'est le gestionnaire du réseau de distribution qui peut le financer. Donc, en France, c'est Enedis sur 95% du territoire. Le modèle économique, pour le modèle économique, le GRD va venir préfinancer l'IRVE en échange de la signature d'une convention, donc fonctionnement similaire à l'opérateur privé. Et ensuite, chaque copropriétaire qui le souhaite va venir rembourser l'investissement fait par le GRD en payant une contribution au GRD. Et c'est une solution qui est disponible pour les places de parking nominatives intérieures et extérieures. Et ensuite, autre option pour le financement, c'est que la copropriété finance cette solution. Et c'est la même logique que précédemment, sauf que au lieu d'avoir seuls quelques copropriétaires qui payent, donc les copropriétaires qui sont intéressés, là, tout le monde va payer. Alors, donc j'en ai terminé avec les solutions. Je vais passer maintenant à des cas pratiques. Donc, on va regarder en pratique quel type de copro on peut rencontrer et comment choisir, quelle solution choisir en fonction de la typologie de copro. Alors, je vais commencer par les résidences principales. Donc, quand je dis résidence principale, c'est une copropriété qui est occupée en grande majorité par des résidents à l'année. Donc, c'est des résidences principales. Quand on a un parking intérieur avec des places nominatives, donc quand on n'a qu'un parking intérieur avec des places nominatives, on va avoir les deux solutions. Soit on peut mettre en place la solution opérateur privé ou la solution colonne horizontale. Je vous ai fait un petit comparatif des deux solutions en page suivante, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a une obligation légale de justifier de la demande d'un devis pour une solution opérateur privé à partir du moment où vous demandez un devis pour une colonne horizontale. Donc, en fait, la colonne horizontale étant une solution publique, la loi oblige un syndic ou un membre de conseil syndical qui veut mettre à l'étude une colonne horizontale de demander un devis pour une solution opérateur privé. Et il faut qu'il puisse justifier de sa demande de devis au moins 2 mois avant l'Assemblée générale. Donc, deuxième cas pratique, pour les parkings extérieurs avec place nominative, là, on n'a que la colonne horizontale qui est possible. Les opérateurs privés, généralement, ne vont pas sur les parkings extérieurs. Et là, il y a une petite différence avec le cas pratique numéro 1, puisque la loi demande que la solution concurrente à la colonne horizontale doit être sans avance de frais pour la copro. Et à date, donc en mars 2024, il n'y a pas de solution concurrente sans avance de frais. Donc, dans ce cas précis, pour les parkings extérieurs avec place nominative, on a seulement la colonne horizontale qui est possible. Et ensuite, troisième cas pratique pour un parking mixte. Donc, là, c'est une copropriété avec un parking intérieur et extérieur, mais que des places nominatives sur les deux types de parking. Et dans ce cas-là, on va combiner les cas pratiques 1 et 2. C'est ce que je viens de vous dire avant. Donc, il faudra demander les deux solutions, opérateur privé et colonne horizontale. Et après, la copropriété peut quand même faire le choix d'avoir opérateur privé sur le parking intérieur et colonne horizontale sur le parking extérieur. Je continue. Je ne vais pas faire tout le tableau avec vous parce que ça va prendre trop de temps. Je vous laisserai le consulter quand on vous aura envoyé la présentation. Je voulais juste insister sur un point. C'est en bas, vous voyez, il y a un lien pour le guide de l'AVER. Pour le coup, c'est vraiment c'est un peu la bible de l'installation de bornes de recharge en copro.
Donc, c'est assez conséquent, mais il est très bien fait. Donc, ça peut être un bon complément à ce webinaire et à regarder régulièrement quand vous avez des questions ou vous ne comprenez pas certains termes liés aux bornes de recharge. Ensuite, donc on continue sur les résidences principales et on s'attaque à un cas pratique un peu plus compliqué. C'est le parking mixte. Parking mixte avec des places nominatives intérieures et des places communes extérieures. Donc là, les solutions possibles, on va avoir la solution opérateur privé avec des bornes individuelles, donc une borne par place, ou la solution de colonne horizontale pour le parking intérieur. Donc, parking intérieur, opérateur privé, borne individuelle ou colonne horizontale. Et après, pour le parking extérieur, on peut aussi solliciter un opérateur privé, mais dans ce cas-là, on va passer sur une solution de borne partagée. Étant donné qu'on n'a pas, que les places sont utilisées par tous les copropriétaires, hein, c'est des places communes, on pourra seulement mettre des bornes qui sont vouées à être partagées, comme le sont les places en fait. Alors là, je vous disais que c'était un cas un peu plus complexe, mais il y a quand même une façon d'aborder ce cas, c'est de commencer par se poser les bonnes questions. La première, c'est de se dire d'où proviennent les demandes d'installation de bornes. Par exemple, peut-être que vous avez reçu, je prends un exemple, hein, vous, en tant que syndic, vous avez reçu deux demandes pour installer des bornes sur le parking intérieur. Bon, est-ce que ça vaut le coup d'étudier une solution pour le parking extérieur? Si les demandes sont pour des bornes intérieures, potentiellement, on peut imaginer que les personnes qui veulent une borne individuelle ne seront pas forcément intéressées par avoir des bornes partagées en extérieur. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième, c'est comment et par qui sont utilisés les deux parkings. Pour vous donner un exemple, nous, ça nous arrive assez fréquemment d'avoir des copros où on se rend compte que le parking extérieur est utilisé pour le stationnement et que les box, et que les box souterrains, dans le parking intérieur, sont utilisés pour du stockage. Et si vous avez une majorité de box qui sont utilisées pour du stockage, ça vaut pas le coup de déployer une solution, de déployer une IRVE dans le parking intérieur. Et enfin, le dernier point, la dernière question à se poser, c'est est-ce que la copropriété dispose-t-elle de suffisamment de places communes pour garantir la pérennité de la solution borne partagée dans le temps? Alors, c'est une question un peu longue, mais l'idée, c'est de se dire, OK, on a quelques places visiteurs, mais est-ce qu'on en a suffisamment pour qu'on puisse répondre aux besoins à long terme, aux besoins de recharge des copropriétaires à long terme? Donc, nous, on est parti d'une formule. Alors, il y a pas mal de lettres, mais je vais essayer de l'expliquer le plus clairement possible. Ce n'est pas une formule qui est officielle, ça c'est important. C'est une formule qui vous donne une idée, qui vous guide un peu dans le choix de la solution. Et en fait, cette formule, il y a 3 éléments. Le premier, c'est le taux d'équipement des places de parking à long terme. Donc, on estime que 30%, pour simplifier, on pourrait dire que 30% des véhicules seront électriques. Donc, 30% des places seront occupées par des véhicules électriques. Nous, on prend 30%, on peut lire 20% pour être, on va dire, pour être un peu plus ambitieux et surtout s'assurer une petite marge de sécurité, on prend 30%. Le deuxième élément, ça va être le nombre de places incluses dans le périmètre de desserte de l'IRVE. Ça, je suis conscient que ce n'est pas très clair quand je l'explique comme ça, mais avec l'exemple que je vais vous donner en dessous, ça devrait être plus clair. Et enfin, le dernier élément, c'est le nombre d'utilisateurs par borne partagée. Nous, on prend 4. Alors, c'est basé sur des moyennes. On se rend compte que généralement, on peut, en fonction de la fréquence de recharge, de la quantité d'électricité qui est consommée à chaque recharge, on estime que chaque borne partagée peut être utilisée par 4 personnes. Donc, ensuite, je vous ai mis un exemple. Si on prend une copropriété qui a 50 places nominatives intérieures et 20 places communes extérieures, si, dans un premier cas, on se dit que les bornes partagées, elles vont être utilisées par toute la copro, dans ce cas-là, on va inclure toutes les places
pour le chiffre, pour la valeur nombre de places incluses dans le périmètre de desserte de l'IRVE. C'est-à-dire que l'infrastructure de recharge, elle va être dimensionnée pour 70 places. Donc là, on remplace juste les éléments, hein, ça fait 30% fois 70 divisé par 4, ça fait 5. Et par contre, dans le cas où on décide de déployer une solution pour les places intérieures, et que donc du coup, les bornes partagées seraient que pour les places extérieures, que pour les utilisateurs des places extérieures, dans ce cas-là, on réduirait le nombre de places incluses dans le périmètre de desserte de l'IRVE, et on arriverait à 20. Donc 30% fois 20 divisé par 4, ça fait 2. J'espère que j'ai été clair sur cette partie. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me poser des questions et on reviendra dessus. Je continue. Toujours pour les résidences principales, il nous reste 2 cas pratiques. Donc le 5e, parking extérieur avec des places nominatives et communes. Donc là, on n'a pas de parking intérieur, on est vraiment sur du parking aérien et on a un mix de places nominatives et communes. Alors là, on va avoir 2 solutions possibles, hein, la colonne horizontale sur les places nominatives et la solution borne partagée sur les places communes. Et pour se décider, on va reprendre un peu les éléments du dernier cas pratique et se demander si on a suffisamment de places communes pour que tout le monde, pour que l'IRVE puisse répondre aux besoins à long terme, des besoins de recharge des copropriétaires à long terme. Et pour les derniers cas pratiques, qui est assez simple, hein, j'en ai déjà parlé, mais à partir du moment où vous n'avez que des places communes, donc là on est sur un parking extérieur avec que des places communes, bah dans ce cas-là on est forcément sur des bornes partagées. Ensuite, pour les résidences secondaires, qui est un cas un peu plus, qui est quand même assez complexe. Par résidence secondaire, ce qu'on va cibler, ça va être des copros qui sont dans des stations de ski ou dans des stations balnéaires. Pourquoi sur une résidence secondaire, c'est plus difficile de d'installer des bornes individuelles? Alors la raison principale, c'est que les solutions qui sont financées par un tiers investisseur ou le GRD, donc par exemple The Plug ou Enedis, le modèle économique il peut être prohibitif parce que c'est des modèles qui demandent un investissement assez fort au début. Donc il faut déjà payer la borne de recharge. Et ensuite, il y a des abonnements mensuels à payer. Et il y a des risques que peu de personnes souhaitent payer un abonnement mensuel pour une utilisation occasionnelle. Si votre appartement au ski, vous l'utilisez 4 mois par an, bah, payer un abonnement à l'année pour une utilisation 4 mois par an, ce n'est pas une très bonne… si vous pouvez vous le permettre, c'est bien, mais généralement, on se rend compte que la plupart des personnes ne veulent pas faire l'investissement parce qu'elles ne le jugent pas très pertinent. Donc, quelques conseils pour les résidences secondaires. Si vous avez des places communes ou qu'il est assez facile d'en créer de nouvelles, le mieux, c'est de privilégier une solution de borne partagée avec un financement par la copropriété. Donc ensuite, si ce choix est fait, donc le choix de la solution de borne partagée avec financement par la copro, vous pouvez déléguer la gestion des bornes à un opérateur, mettre en place une tarification différenciée entre copropriétaires et locataires saisonniers. L'objectif de ce point-là, c'est que les locataires saisonniers puissent financer les coûts annuels pour la gestion des bornes de recharge que vous aurez confié préalablement à un opérateur. Et le dernier point qui est important, c'est de bien faire attention à mettre à disposition des copropriétaires et des locataires saisonniers un terminal de paiement et un QR code. Quand je dis QR code, c'est un espèce de petit carré que vous pouvez scanner avec votre téléphone et ensuite ça vous redirige vers une plateforme de paiement. Donc, ce ne sera pas forcément utile pour les copropriétaires, mais ce sera très important pour les locataires saisonniers. Donc voilà, c'est le premier conseil là-dessus, c'est borne partagée avec financement par la copro, si c'est possible, avec les 3 points importants en dessous. Et si par contre, vous n'avez pas de place commune,
Dans ce cas-là, le mieux, c'est de commencer par un recensement des besoins en mettant bien en avant le coût de l'installation d'une borne de recharge et le coût d'un abonnement annuel, pour qu'on ne parte pas sur l'étude d'une solution qui, au final, ne sera pas adaptée par les copropriétaires parce que jugée trop chère. Voilà, c'est terminé pour moi. On peut passer aux questions-réponses. Est-ce que tu as repéré des… Oui. Alors, il y a pas mal de petites questions. J'ai essayé de répondre à certaines comme ça. Merci, Johan. Alors, dans les questions un petit peu précises, j'avais une question. Est-ce qu'il existe comment minimiser le coût des abonnements multiples quand on a plusieurs parkings dans plusieurs localisations et un seul véhicule électrique? Ça, je pense qu'on ne peut pas forcément. Une borne partagée, par exemple, va permettre d'avoir un abonnement en commun. Mais en revanche, pour un utilisateur, je ne sais pas, Johan, si tu as une autre vision là-dessus. Ouais, si j'ai bien compris la question, pour prendre un exemple, ce serait quelqu'un qui a un véhicule électrique et a plusieurs appartements, plusieurs propriétés, et du coup se rechargerait ou aurait une borne de recharge installée dans différentes copropriétés. C'est ça? Ou au travail et dans sa copropriété. Enfin, je le comprends comme ça. Ok, bon, bah, je vais essayer d'y répondre. Alors ouais, c'est pas un cas qu'on rencontre souvent, étant donné que par exemple le travail est à domicile. Généralement, si c'est une voiture de fonction, bah, c'est votre employeur qui aura pris soin qui financera l'installation de la borne et qui ensuite paiera les consommations. Dans le cas où vous avez des bornes sur des copropriétés, sur 2 ou 3 copropriétés différentes, aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui permette de mutualiser les abonnements, mais je pense que les opérateurs privés ou l'entreprise par lesquelles vous passez seront potentiellement à l'écoute si vous leur dites que voilà, bah, vous avez 3 bornes de recharge chez eux et que vous payez 3 abonnements et que vous estimez que ben, voilà, vous êtes éligible à Est-ce que ce serait au moins demander si c'est possible d'avoir une réduction, une forme de mutualisation pour réduire les coûts? Je ne sais pas si ça se fait, mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer, clairement. Il y a une question qui me semble assez pertinente. Donc, si on fait des équipements, si on équipe des places communes en IRVE, est-ce que de fait, elles ne sont plus vraiment communes parce qu'elles ne seront plus utilisables par les véhicules non électriques? C'est une très bonne question, en effet. Oui, pour qu'une solution borne partagée soit pertinente ou soit du moins vraiment pour que les bornes soient utilisables et que ce soit une solution pérenne dans le temps, il y a une logique de dédier ces places à la recharge des véhicules électriques. Donc, ce n'est pas au stationnement des véhicules électriques, c'est vraiment à la recharge des véhicules électriques. Donc, sur une copropriété où il y a une forte tension sur le stationnement, ça peut être un problème, puisqu'on va venir réduire le nombre de places disponibles pour le stationnement de tout le monde, et puisqu'on va du coup dédier 1 ou 2 places pour commencer à la recharge des véhicules électriques. Donc nous, on voit souvent qu'en assemblée générale, bah, c'est un élément de discussion assez important entre les copropriétaires et qu'on a bien plus de chances de voter la solution si soit il y a une faible tension sur le stationnement, et dans ce cas-là, on a des places qui sont disponibles, qui ne sont pas utilisées ou peu utilisées, ou si on a… j'ai perdu le deuxième point, pardon, mais ou si on a… j'ai oublié, désolé. J'ai un trou, excuse-moi. Pas grave, on reviendra en détail dans les Ouais, faits. je reviendrai dessus. Il y a plusieurs questions, donc soyons concis, on n'a plus que quelques minutes. Okay. Qui réalise l'étude de dimensionnement de l'infrastructure collective en cas de borne partagée sur parking collectif et qui prend contact avec EDF pour l'alimentation? Alors, dans la question, c'est EDF, mais c'est plutôt Enedis, donc, à partir des parties communes ou pour un nouveau PDL. Alors, pour l'étude de dimensionnement de l'infrastructure, c'est l'opérateur, donc c'est l'entreprise que vous aurez choisie pour… donc ça peut être l'opérateur, hein, on a parlé plutôt de The Plug ou des opérateurs Logivolt comme Watt. Donc le mieux, c'est de faire appel à une entreprise qui va venir faire une étude de dimensionnement. Après, c'est pas très compliqué, hein.
Aujourd'hui, on a des formules toutes prêtes sur Internet qui permettent de savoir très rapidement la puissance du compteur. Donc, voilà pour la première partie, la réponse à la première partie de la question. Et la deuxième, c'était, est-ce que tu peux me rappeler? Non, en fait, c'était qui s'occupe de faire l'étude et qui ensuite prend contact. Mais je pense que tu as répondu, c'est toujours l'opérateur. Ouais, Donc, il y a des opérateurs comme Watt, comme The Plug, comme Helio aussi, du coup, qui font ces choses-là. Tu peux peut-être juste repréciser ce que Helio fait pour que ce soit clair pour tout le monde. Ouais, simplement, on prend un peu le projet en main, de la qualification du besoin des copropriétaires jusqu'à l'installation et la mise en service de la borne de recharge sur la place de parking. Donc, on délègue vraiment. L'idée, c'est que le syndic ou que le conseil syndical délègue tout le projet d'IRVE à Helio. Et c'est le cas avec Helio et avec toutes les autres entreprises, généralement. Il y a pas mal de petites questions sur la borne de recharge. Je pense qu'on y répondra aussi Ouais. dans la FAQ. Il y a des questions un peu techniques. Dans une copropriété, puis-je brancher mon parking directement à mon appartement? La réponse est oui, entre guillemets, en vertu du droit à la prise, mais c'est pas une solution pérenne dans la copropriété, et c'est une solution, une fois que la copropriété a choisi une solution collective, ça donne pas un droit de rester branché à son appartement. Il faut revenir se brancher sur la solution collective. Mais je sais que ça se fait un peu, comme c'est compliqué à mettre en place dans des parkings collectifs. Donc les premières personnes qui ont des voitures électriques peuvent se brancher, même avec un petit compteur au compteur des parties communes. Et le syndic s'occupera de refaire leur facturation correctement. Mais ça ne leur donne pas le droit de continuer à le faire une fois qu'il y a une solution. Il y a aussi comment empêcher les véhicules ventouses qui restent après recharge. Ça, je pense que c'est pour les bornes partagées, effectivement. C'est un sujet qui, généralement, est géré par l'opérateur grâce au prix, tout simplement, en considérant un prix pour un temps de recharge et un prix plus important après ce temps de recharge, tout simplement, pour éviter, pour que les personnes prévoient et laissent leur véhicule une nuit, mais pas pendant 3 jours. Oui, on parle de pénalité. C'est le fait de dire si vous restez blanc. Nous, par exemple, si l'utilisateur reste branché au-delà de 14 heures, on lui met une pénalité, on met en place une pénalité de 10 €, ce qui est l'équivalent d'une recharge assez conséquente. Donc, c'est assez dissuasif. Et peut-être une dernière pour la route, dans le cas d'une colonne horizontale, quel est le rôle de l'opérateur entre le syndic et Enedis? Plus précisément, je ne vois pas quel est le rôle de l'opérateur entre le syndic et Enedis. Oui, alors c'est pas un opérateur dans ce cas-là, c'est plus un tiers qui serait un tiers mandaté ou un tiers autorisé par le syndic pour faire la demande et suivre le dossier avec Enedis. Alors, c'est un AMO, quelque part. Oui, un AMO, un assistant en maîtrise d'ouvrage, oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs, je vais essayer de répondre rapidement, mais toute la partie, déjà, il faut faire la demande auprès d'Enedis, donc faire la demande d'étude auprès d'Enedis. Ça, c'est fait par le tiers autorisé, on va l'appeler le tiers autorisé. Ensuite, il va avoir une visite technique sur site qui va être, où le tiers va être aussi présent. Ensuite, il y a toute la partie construction de l'offre. Enedis, il vous envoie beaucoup de documents qui sont assez conséquents et pas toujours très faciles à comprendre, à étudier. Par exemple, une convention de préfinancement, ça fait 50 pages. Donc, généralement, l'intermédiaire, le tiers, va venir synthétiser tout ça dans une présentation, défendre la solution en AG et répondre aux questions des copropriétaires. Et après, il y a toute la partie travaux. La partie travaux, dont l'installation des bornes de recharge, qui est proposée par le tiers. Et la partie travaux, ça peut être assez conséquent. Nous, on a des parkings extérieurs de 120 places où c'est beaucoup de travaux de terrassement, donc beaucoup de tranchées à créer, ce qui peut créer pas mal de difficultés lors des travaux. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui connaît bien le sujet et qui peut être l'intermédiaire entre le sous-traitant, d'Enedis qui va réaliser les travaux, Enedis et aussi les membres du conseil syndical et syndic. Donc, il y a vraiment nous, alors, on pense que c'est assez, à moins d'être très expérimenté sur cette solution et d'avoir le temps nécessaire pour s'en occuper, c'est mieux de déléguer cette partie-là à un AMO, un tiers autorisé.
Est-ce que tu as d'autres questions, Tanguy? Non, en tout cas, on retravaillera. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais c'est juste que ça pourrait durer très très longtemps si on prenait tout. Donc, on se tient à notre règle de ne pas dépasser 30 minutes. On est à 32 minutes. Merci Yoann, merci à tous pour votre participation, votre écoute. Alors, comme d'habitude, vous recevez le replay d'ici une semaine maximum. Hein, vous recevez le replay, vous recevez la présentation. Vous avez des contacts sur la dernière slide, et puis on prendra toutes vos questions et on y répondra dans un tableau, dans une FAQ qui vous sera envoyée également. Et si vous avez des questions complémentaires ou vous avez besoin de discuter d'un projet en particulier, vous n'hésitez pas à nous contacter directement. Merci, au revoir. Merci, au revoir.